Merci de nous rejoindre sur Mikuba Radio-Télévision. Bienvenue dans les débats hebdomadaires de la rédaction de cette chaîne aujourd'hui consacrée à deux thèmes. D'abord, l'enrôlement en République démocratique du Congo. On va essayer de faire un décryptage complet au niveau national de cette question. On va revenir aussi au niveau provincial où les chiffres ne sont pas fameux. Et en deuxième partie, on va parler de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo avec une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU qui est attendue à Kinshasa en République démocratique du Congo en début mars. Comment saisir cette opportunité, sur quel ton parler, quels propos tenir à ces représentants, cette délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. Et pour en parler, je reçois Augustin Chambouilly, porte-parole adjoint de l'UDPS, le parti au pouvoir. Soyez les bienvenus. Merci, M. Léopold. Merci à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs de la grande chaîne Mikuba. Je salue la présence des co-débatteurs ici présents. Merci de nous avoir associés à ce débat républicain. Les co-débatteurs qui sont Aimé Banza Mwapé, cadre de la société civile Force Vive, soyez les bienvenus. Merci beaucoup Léopold pour l'invitation, mais aussi nous profitons de cette opportunité qui nous est accordée de saluer les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, ainsi que les co-débatteurs de cet après-midi. Et finalement, Nestor Moussoul, qui est cadre du LGD, le parti cher, au sénateur Matata Pogno dans la province du Lualaba. Soyez les bienvenus, Nestor. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous profitons de l'occasion encore pour saluer les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont scotchés à cet instant pour suivre cette grande émission du jour, cette question. En même temps, on salue encore la présence des co-débatteurs qui sont présents et toute l'équipe de Mikuba qui ne cesse de songer à nous. Et nous sommes fièrement reconnaissants. Merci. Voilà, déjà à côté de ces deux thèmes dont je parlais il y a quelques minutes, on aura quand même des questions d'actualité qui ont marqué l'actualité en République démocratique du Congo cette semaine, comme par exemple cette question liée au forum de l'unité qui s'est déroulé au Maniema en République démocratique du Congo sur le modèle du forum sur la réconciliation katangaise, sur le modèle du forum qui se tient en ce moment au Grand Kassai. Il y a eu un forum au Maniema en République démocratique du Congo. Ce forum a réuni les fils et filles du Maniema, Nestor Moussoul. Parmi le participant à ces assises, on a eu Augustin Matata Pogno qui est président de votre parti. Mais quand on regarde le déroulement de ces assises, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Matata Pogno est le plus grand perdant de ces réunions au profit par exemple de quelqu'un comme Salomon Kalonda qui est de l'Ensemble pour la République, ou plutôt Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD? Bien sûr, partant de cette question, ces forums-là, ce n'est pas basé pour des individus. Donc c'était un forum qui était basé pour sauver l'unité de la population de la province d'Imaniema. C'est-à-dire qu'ils ont évolué chacun en pêle-mêle, mais l'occasion est vraiment favorable pendant cette séance électorale qui s'annonce déjà, de se mettre tous ensemble autour d'une table afin de travailler pour l'intérêt général de la province d'Imaniema. Vous voyez, cette belle initiative montre un exemple palpable que même la province du Lualaba devait emboîter ses pas. De l'exemple qu'a montré le professeur Matata Pogno Macron, nous avons Emmanuel Chadari, nous avons Salomon Escadé de l'Ensemble, Chadari qui est des PPRD. Ce sont des gens qui ont compris que nous devons sauver notre province en étant unis pour travailler, non pas pour les comptes des individus. Vous dites donc, Nestor Moussoul, que ce forum n'avait pas un agenda politique? Ce forum n'avait pas un agenda politique, c'était un forum qui devait rassembler le fils de la province du Maniema. Donc ce n'est pas un forum qui en profite à une personne ou à Emmanuel Chadar ou à Salomon ou à Matata. C'est un forum qui en profite pour l'intérêt général de toute la population de cette province. C'est un exemple palpable que je salue encore que cette initiative puisse refaire surface dans notre province du Lualaba. Merci bien. Aimé Banza, dans l'actualité aussi cette semaine en République démocratique du Congo, nous avons ces rapports, ces conclusions de l'IGF, l'Inspection générale des finances, qui a publié un rapport sur le contrat sino-congolais en parlant
tenons-nous seulement à la forme de ce rapport. Est-ce que vous avez l'impression que le rapport de l'IGF est un rapport politique? Parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de projets aussi sous Tshisekedi qui n'ont jamais été enquêtés par l'IGF. Est-ce que, en parlant de la forme et Banza, c'est un rapport tendancieux politiquement parlant? Merci beaucoup, Léopold. Il faut dire que l'IGF, qui est une inspection générale des finances, à mon humble avis, j'estime que cette dernière s'est basée sur un certain nombre de rapports d'évaluation du projet SICOMINE qui avaient été publiés bien avant, en 2021, à Friouch, et qui est l'Observatoire sur les ressources naturelles, avait déjà publié un rapport sur le projet SICOMINE 13 ans après, mais également l'ITE, l'Initiative pour la transparence des industries extractives RDC, avait recruté un consultant, l'ingénieur Léonide Moupépélé, qui avait publié un rapport de 160 quelques pages qui a évalué le projet SICOMINE 13 ans après. Comme vous le savez, le projet SICOMINE, c'est en quelque sorte un projet de troc. Vous donnez les minéraux contre les infrastructures. Et ce projet, la République démocratique du Congo a mis en exergue ces ressources naturelles du projet Machamba Ouest. Et ce projet devrait en retour donner à la RDC 2 aéroports modernes, 2 grandes universités, construire des hôpitaux et doter la literie de ces hôpitaux dans les différents territoires de la République démocratique du Congo. Oui. Mais malheureusement, 13 ans après, la Chine est venue dans ce projet avec ce qu'on appelle les GEC, le groupement d'entreprises chinoises, et ce qu'on appelle aussi l'Exim Bank, qui a donné justement ce financement. Mais quand on regarde, parce qu'au-delà, le projet SICOMINE a 2 volets. Le premier volet, c'est le volet... Vous êtes dans le fond. Non, je voudrais chuter par là à 2 volets. Le projet SICOMINE, le premier volet, c'est le volet minier. Le deuxième, le volet infrastructure. Mais 13 ans après, même nous, sociétés civiles, quand nous avons évalué ces rapports, nous nous sommes rendus compte que, en réalité, le projet SICOMINE, c'est une sorte d'arnaque. La Chine a presque volé les minéraux gratuitement et toutes les ressources naturelles à la République démocratique du Congo. Parce qu'au-delà de ce projet, la République démocratique du Congo, voulais-je dire, a donné aussi notre ressource au niveau de Boussanga. Pour que SICOMINE ait l'électricité. Mais malheureusement, quand vous regardez le projet SICOHydro, c'est 70% à la Chine et 30% à la RDC. On aura l'occasion de revenir là-dessus à la faveur d'un débat prochain. Augustin Chambouilly, cette semaine a été marquée au Lualaba par l'arrivée, déjà l'arrivée la semaine d'avant, par le point de presse de Michel Kanibou, les sénateurs, qui, cette arrivée, dans notre façon de voir les choses, elle conforte beaucoup plus l'UDPS en province. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'UDPS évolue dans l'opposition dans la province du Lualaba? Non, cher ami, l'UDPS n'a jamais été à l'opposition. L'UDPS a cessé d'être à l'opposition depuis le 24 janvier 2019 et nous sommes déjà au pouvoir. Il est vrai que l'UDPS, ici au Lualaba, dirigé par le CT Fanamusango Saïzanef, n'est pas en ordre de sainteté avec ceux qui gèrent la province, parce que la province elle est gérée d'une manière qui n'est pas vraiment démocratique. Alors pour l'UDPS, vous savez bien qu'au sommet de la province, il y a un gouverneur qui a démissionné. Nous sommes dans les cas de retour à l'ordre institutionnel, conformément à l'article 160 de la loi électorale, où on doit convoquer l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur. Donc, pour nous, quand nous avons vu ces compatriotes, notamment Mme Isabelle Kibassa et M. honorable Michel Kanibou venir au Lualaba, si vous suivez bien les audios, bien les émissions, les interviews de Mme Kibassa, elle est claire, elle dit on m'a plébiscité de venir prédestiné à la tête de cette province. C'est une personnalité politique, elle a des ambitions politiques, alors elle est venue pour postuler au Lualaba, mais ce qui nous a pas beaucoup vraiment nous enchanté l'UDPS, c'est le traitement qu'a subi cette femme
Parce que nous avons vu des communicateurs, nous avons vu certains communicants se déclarant des proches de l'autorité provinciale interdire aux paisibles citoyens de ne pas aller les accueillir. Il y a eu des vidéos qui sont là, il y a eu des messages qui sont passés, mais heureusement, la population a bravé la peur, elle est allée accueillir ces personnalités. Nous, ce que nous ces personnalités qui ne sont même pas membres de l'UDPS, rappelons-le. Quand même, ce sont des personnalités politiques, ce sont les filles et les fils du pays. Donc, nous avons accueilli cela avec bonne foi parce qu'il faut que nous ayons aux élections, il faut que les Lolaba aient un gouverneur légitime. Un gouvernement légitime. Chose que nous n'avons pas appréciée ce soir. Celle qui est Madame Isabelle Kibassa. Son père a sacrifié sa vie au sein de l'UDPS. C'est l'un de nos pères fondateurs de l'UDPS. Avec Isabelle Kibassa Maliba, Kyungwa Koumanza et Etienne Tshisekedi. Ils ont sacrifié leur vie pour braver la paix, mais les méthodes auxquelles nous avons assisté sur là-bas, on ne peut pas les supporter. L'UDPS a lutté contre les antivaleurs. On avait crié dans les combats de l'UDPS. On avait crié en Félix Tshisekedi. Ces mêmes autorités aujourd'hui au là-bas, ils étaient à Kachamata en train de danser pour Joseph Kabila. Ils étaient à Kingakat en train de danser pour Joseph Kabila. Et nous ne pouvons pas accepter que ces individus viennent vraiment saper la lutte que nous avons luttée en République démocratique du Congo. Merci bien Augustin Chambouilly. Les débats commencent avec le premier thème, celui de l'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, l'enrôlement qui n'arrive pas à atteindre ses prévisions. Nestor Moussoul, quel regard vous portez sur cette opération de manière d'abord globale en République démocratique du Congo? Pour moi, c'est un échec déjà chaotique dans le cas Kadim, parce que en regardant les attentes qu'a brandi la CENI et les résultats sur terrain, les résultats vraiment est médiocre dans l'ensemble du pays par rapport aux chiffres qui devaient être atteints selon les délais prévus par la Constitution. Parce que la CENI a donné un calendrier, un canevas qui était de 1 mois, de 25 jours dans le 1 mois pour que les électeurs puissent aller se faire enrôler. Par ère opérationnelle. Par ère opérationnelle. Oui. Maintenant, quand nous regardons sur terrain, déjà, il y a eu des failles qu'a montré les techniciens qui étaient sur terrain. C'est-à-dire que le nombre d'enrôlés par jour était très minime. En regardant la masse électorale des gens qui se sont déjà, la croissance démographique des Congolais, mais avec ces chiffres qui étaient déjà bien calculés, de 80 ou 60 personnes déjà par jour, ça ne pouvait pas nous donner un résultat positif par rapport au délai de 25 jours qui était prévu. Déjà, dans l'ensemble, c'est un échec. Aujourd'hui, cet échec se vit déjà dans le cas Kadim. Sur l'ensemble, il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup d'irrégularités qui ont été soulevées. Même aujourd'hui, sur l'ensemble du pays et même au sein de la province de là-bas, il y a eu des erreurs qui ont été prévues, même sur la répartition des nombres de kits par province. Il y a aussi des erreurs, il y a eu des sentiments dans certaines zones où il y a une faible croissance démographique, on augmente le nombre de machines, mais dans les zones où il y a une forte croissance démographique, on diminue le nombre déjà des machines. C'est déjà quelque chose qui est triqué dès le départ. On ne peut pas faire confiance à cette CENI des Kadima. Voilà, merci bien Nestor Moussoul. Augustin Chambouilly, vous avez suivi la réaction de Nestor Moussoul. Est-ce que par exemple, vous êtes un habitant de Kolwezi, quand vous vous rendez dans chaque centre d'inscription, vous remarquez que les files d'attente sont longues, mais aujourd'hui que l'on nous dise que les chiffres sont en deçà de 50%, à qui la faute? La population ou la CENI? Donc ici, je pense que nous ne pouvons pas aller par le dos de la cuillère. Ici, c'est l'organisateur de ces opérations, qui est la CENI, qui doit endosser cette responsabilité. Parce que si nous suivons vraiment tout ce qui se passe dans les centres d'enrôlement, il y a des files d'attente. On me parle qu'ici à Kolwezi, c'était prévu plus de 400 opérateurs de saisie pour le centre d'enrôlement, mais on nous parle aujourd'hui, c'est 70 opérateurs qui sont actifs. Donc, le nombre de bureaux, le nombre de centres par rapport à 2006, 2011, 2018, avec celui de 2023, nous sentons qu'il y a la différence. Le problème, c'est quoi? Les responsables de la CENI
sont conscients, ils ont constaté cela. Vous avez suivi même le rapporteur de la CENI était venu là-bas, même le secrétaire, secrétaire de l'exécutif provincial de la CENI, tous sont reconnus et ils ont promis d'améliorer. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez quelqu'un qui se réveille à 4 h du matin, qui rentre à 18 h à la maison, mais sans pour autant obtenir la carte de lecteur. Donc, il y a des choses pour lesquelles on doit améliorer. Donc, ici, ce que nous devons demander, c'est quoi? C'est la CENI qui doit augmenter la capacité des bureaux, le nombre de bureaux, la capacité de nombre de machines d'enrôlement pour qu'on puisse enrôler quand même ce paisible citoyen. Nous saluons aussi l'engouement qui est dans le centre d'enrôlement parce que la population est déterminée d'obtenir cette carte de lecteur. Sa population est déterminée de participer à la vie politique de notre pays. Si mon co-débatteur de LGD parle d'un chaos, parle d'un fiasco. Bon. Il parle de ce qui se constate sur le terrain, Augustin Chambouy. Ce qui se constate sur le terrain, nous devons tous crier, nous devons tous dénoncer cela, mais pour permettre aux organisateurs, à l'organisateur, la CENI, d'améliorer. Mais ça, c'est une fuite en avance. Quand vous dites que non, c'est un fiasco, non. D'ici, nous continuons à faire confiance à la CENI. La CENI doit faire son travail. La CENI doit améliorer le plus vite possible parce que quand nous voyons le taux de pourcentage qu'on nous a présenté ici au Loloba, comparativement vraiment en 2018, nous sentons que vraiment il y a des choses qui ne vont pas. Mais heureusement, les responsables de la CENI sont conscients et même les autorités provinciales sont conscientes. Nous comptons sur eux. Il faut que, comme on a prolongé le délai, qu'on puisse vraiment améliorer la qualité du travail pour que les Congolais aient possession. On va revenir vers vous, Augustin Chambouy. En tout cas, votre façon de voir en tant que Aimé Banza, en tant que membre de la société civile, on vous a vu plusieurs fois dans nos journaux, notamment avec ce rapport. Vous avez fait le terrain, vous avez parcouru les centres d'inscription. Qu'est-ce qui en découle, justement? Merci beaucoup. Vous savez que la Commission électorale nationale indépendante, comme le disait déjà Ogui tout à l'heure, c'est que c'est de par la Constitution qui est la loi fondamentale. Et cette dernière, la Commission électorale nationale indépendante, a reçu la mission d'enrôler, n'est-ce pas, les électeurs et de procéder aux autres missions qui lui sont dévolues, notamment organiser les élections, les référendums, ainsi de suite. Et quand vous regardez le processus déjà du référendum en 2005, les élections de 2006, les élections de 2011, de 2018, et aujourd'hui nous sommes en 2023, ces élections qui se pointent à l'horizon en décembre de cette année. La CENI organise très souvent un cadre de concertation avant de lancer les opérations. En ce qui concerne la province du Lualaba, la Commission électorale nationale indépendante a organisé le premier cadre de concertation avec le parti prenant à l'Athénée de Kolwezi. Et cette semaine, la CENI a organisé le deuxième cadre de concertation. Et vous savez, le cadre de concertation, toutes les parties prenantes se retrouvent pour évaluer le processus. Et les parties prenantes, c'est la majorité, c'est l'opposition et c'est les organisations de la société civile. Nous nous sommes retrouvés dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale pour évaluer le processus avec toutes les parties prenantes. Moi-même, j'étais là. Je suis aussi observateur de ce processus d'enrôlement en tant que composante de la société civile. Les informations à notre possession jusque-là, c'est que les kits électoraux qui ont été disponibilisés dans la province de Lualaba, plus particulièrement dans la ville de Kolwezi, ne sont pas... ces kits qui ont été disponibilisés, malheureusement, ne tient pas compte de la démographie dont parlait Moussoul tout à l'heure. Donc, vous avez des bureaux d'enrôlement avec moins de kits, mais avec un engouement terrible de la population. Vous avez des foules immenses, mais vous avez aussi les leaders d'opinion qui viennent perturber pratiquement le déroulement de ce processus d'enrôlement. Les acteurs politiques notamment. Les acteurs politiques, je l'ai dit dans plusieurs médias au courant de cette semaine,
ces leaders d'opinion, notamment la catégorie d'acteurs politiques, quand cette catégorie de personnes, quand elles arrivent dans le bureau d'enrôlement, les opérateurs de saisie sont obligés de les servir. Ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés. Mais bien sûr, ces acteurs ne sont pas seuls, sont accompagnés, oubliant que quand ces acteurs viennent, trouvent des personnes qui sont dans les centres depuis 4 heures, depuis 5 heures. Depuis parfois plusieurs jours. Et parfois, depuis plusieurs jours, avec des jetons à main. Regardez, nous, société civile, nous disons, par exemple, que ces processus, soit n'ont pas été budgétisés. Quand vous regardez, par exemple, les agents de l'ordre qui sont déployés, que ce soit dans tous les quartiers de la ville de Kolwezi ou dans la partie territoire de Muchacha, vous avez des agents de l'ordre qui sont là. Ça fait 3 jours. Les agents de l'ordre qui n'ont pas à manger. Et même en ça, vous évitez de dire que le processus a été mal préparé. Bien sûr, c'est ça le mot. Moi, je l'ai dit même au courant de la semaine, après la sortie du cadre de concertation qu'il y a eu avec madame la rapporteure de la CENI. C'est que l'échec de ce processus d'enrôlement incombe totalement à la CENI. Il n'y a pas à se cacher. Donc la CENI est grandement responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc vous avez une forte mobilisation de la population, mais malheureusement, il y a moins de kits électoraux. Et la conséquence, il y a moins d'enrôlés. C'est cela, c'est ce qui se passe justement dans le bureau d'enrôlement. On va revenir vers vous, Maître Aimé Banza, Nestor Moussoul. Il y a, par exemple, si vous parliez déjà dans votre première prise de parole, vous parliez des chiffres. On a par exemple la province du Haut-Katanga. Quand on connaît la démographie de cette province, on n'a que 519 centres d'inscription, mais par exemple pour la province du Kasaï oriental, on a 565. Donc à peu près 40 quelques centres de plus pour la province du Kasaï oriental, une province qui connaît quand même une chute au niveau de la démographie. Est-ce qu'à ce niveau, on peut dire que la CENI a mêlé de la politique dans l'enrôlement, dans le processus électoral? Vraiment, cette question a été évoquée lors, je crois, de l'arrivée de madame le rapporteur de la CENI, parce que j'étais là présent. Cette question a été évoquée. Mais des réponses qu'a évoquées la dame, ça ne tient pas du tout debout, parce qu'elle avait dit on a augmenté le nombre de kits là-bas par rapport aux intempéries, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a des, non, mais Nestor Moussoul, quand elle parle par exemple d'obstacles naturels, elle a parlé d'obstacles naturels. Quand elle parle du niveau des infrastructures, on connaît par exemple que dans la province du Haut-Katanga ou celle du Lualaba, les routes sont asphaltées, alors que quand on va dans une province comme l'Équateur ou le Kasaï, il y a encore des insuffisances au niveau des infrastructures. Il fallait alors plusieurs centres dans ces régions-là. Non, ça ne tient pas debout. Elle a évoqué des conflits. Les conflits sont partout, ce n'est pas seulement au Kasaï, ça sont des échappatoires, parce que ce n'était pas des réponses fiables. Nous savons très bien que dans les grands Kasaï, il y a une diminution de la croissance démographique. Un bon nombre de nos confrères sont du côté Kinshasa, un bon nombre de nos confrères sont ici dans les grands Katanga, précisément la province du Lualaba, la province du Haut-Katanga. Et dans l'élaboration des rapports de la cartographie, on devait tenir compte premièrement de la croissance démographique. Oui. Parce que de 2018 jusqu'en 2023, il y a une population qui s'est accrue. On devait tenir compte de ça. Et ça, ce sont des données qui se vérifient sur les terrains. Ce sont des données pratiques et fiables. Il y a une forte croissance démographique dans certaines zones. C'est dans ces zones-là qu'on devait augmenter le nombre de kits. Par exemple, la province du Haut-Katanga, la province du Lualaba. Et c'est vraiment dommage, dans la province du Lualaba, je prends un exemple. Il y a, à propos, on a dit 30 centres. Dans ces 30 centres, vous allez, sans ignorer, je prends un exemple. Je suis passé à Litima. Un grand centre comme là-bas à Litima, il n'y a qu'une seule machine. Et avec cette population, une masse de la population dans la commune de Manika, à la cité de Manika, allez voir, il y a des gens qui viennent un des quartiers le plus peuplé 4 jours. Il faut rappeler que ce quartier est l'un des plus peuplés. Le plus peuplé de la ville de Kolwezi. Oui. Il y a des gens qui passent 4 jours, sans avoir... Dans la file d'attente. Oui, sans avoir la carte d'électeur. Je prends un exemple. Nos amis, nos politiciens ici qui sont dans le gouvernement actuel,
il crée des désordres. Il y a une monnayage. D'abord, je prends un exemple qui montre une défense de la CENI. Comment est-ce que la CENI a mis ses agents en train de travailler dans le procédé d'enrôlement, mais la CENI n'a pas prévu au casse-croûte de ses agents. Les agents ne sont pas pris en charge à ce qui concerne à manger. Et ça, c'est une brèche parce que la CENI devait parler à cette difficulté. Vous nous avez dit que le budget de notre pays a rehaussé. Et ce budget-là devait avoir de l'impact, par exemple, dans l'organisation de ces fichiers d'enrôlement. Vous entrez dans les centres, il y a une monnayage qui se passe. Les candidats, les leaders qui sont au pouvoir actuellement, quand ils vont là-bas, ils viennent avec ses militants. Ils trouvent des gens qui ont des jetons, qui sont dans la file d'attente. Et quand ils entrent avec toute une masse derrière lui, ils attendent à ce que cette masse soit enrôlée parce qu'il y a une monnayage qui va se faire à l'intérieur. Et les agents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ce sont des autorités, ils laissent ça. Et c'est comme ça qu'il se passe. C'est très intéressant votre intervention, Nestor Moussoul. Avant de prendre Augustin Chambouy, est-ce que, Aimé Banza, vous avez convenu avec nous sur ce plateau qu'en amont, le processus électoral a été mal préparé, mais que peut-on attendre d'un processus mal préparé en amont? C'est déjà un mauvais départ. Léopold, il ne faudrait pas qu'on se cache, qu'on se voile le visage. C'est un processus mal parti. Vous n'avez pas financé, vous n'avez pas budgétisé un processus. Comment voulez-vous comprendre que les personnels qui rendent des services énormes à la CENI, mais ce personnel n'est pas pris en charge? Les agents de l'ordre qui sont déployés dans les différents centres d'enrôlement ne sont pas pris en charge. Ils sont affamés, disons. Ils sont affamés. Ils sont affamés. Le rapport que nous avons reçu dès la première semaine, je pense la deuxième semaine, ce rapport m'a été envoyé pour me dire, maître, nous sommes dans des centres de Kassulo où nous venons de retrouver des agents de l'ordre qui ont 3 jours, qui n'ont rien à manger, mais qui gardent quand même le matériel de la CENI et le bureau d'enrôlement. Comment voulez-vous que ces personnes puissent vous rendre service? Mais Nestor, tout à l'heure, parlait de monnayage de ce processus. Ça veut dire, cette ambiance qui règne dans le processus d'enrôlement des électeurs est très mal partie, tout simplement parce que c'est la CENI qui est la cause de ce mauvais départ. Soit, c'est un peu comme fonctionne la République démocratique du Congo, où on nous dit chaque jour que tout va mieux, tout va bien. Mais malheureusement, nous avons des enseignants qui sont dans de très mauvaises conditions. Nous avons les citoyens qui vivent dans de très mauvaises conditions. Il y a un autre risque pour les provinces. C'est d'ailleurs la question qu'on se pose dans cette première partie du débat. Est-ce que nous allons vers la perte des sièges pour certaines provinces, notamment les provinces qui sont réputées anti-Tshisekedi? Mais bien sûr, quand vous regardez déjà ce processus tel qu'il est mené jusque-là, moi je vous dis que je suis observateur de la CENI, n'est-ce pas, dans la composante société civile. Des milliers de personnes ou plusieurs personnes ne se sont pas fait enrôler par exemple à Kolwezi. Ces personnes sont allées à Muchacha. Quelqu'un qui vit à Kolwezi, qui vous dit que j'ai fait autant de jours pour m'enrôler. Les co-débatteurs, que ce soit au Guy ou Nestor, l'ont dit. La commune de Manika, qui est une des communes populaires de la ville de Kolwezi, n'est-ce pas, avec des milliers de citoyens, des milliers de compatriotes déterminés à s'enrôler. Mais malheureusement, Nestor vous a dit, prenez le centre de l'ITIMA, l'Institut technique industriel de Kolwezi, où c'est ce centre qui est habitué à recevoir des milliers de personnes. Mais malheureusement, ils sont butés à la difficulté, moins de machines. Et malheureusement, la ville de Kolwezi va perdre un certain nombre de chaises, tout simplement parce que au jour d'aujourd'hui, les compatriotes ont tendance à aller s'enrôler dans le territoire de Muchacha. Les gens sont allés à Muchacha, tout simplement parce que il y a une difficulté sérieuse de s'enrôler en milieu urbain. Et la ville de Kolwezi ainsi que la province de Lualaba risquent de perdre énormément beaucoup de sièges. Vous regardez par exemple la configuration de la province du Haut-Katanga, vous l'avez dit, la province du Haut-Katanga a, si ma mémoire ne me trahit pas, une quarantaine de députés provinciaux. Mais regardez, la province de Lualaba n'a que 22 députés.
Donc, mais là où nous allons, nous risquons d'en perdre davantage, que ce soit la circonscription de la ville de Kolwezi ou les autres territoires tels que le territoire de Muchacha, les autres territoires, nous risquons de perdre énormément de sièges. Voilà, merci bien Augustin Chambouy. Est-ce que j'ai une question à vous poser ou plutôt vous réagissez à ce qui a été dit? Voilà, les chiffres disent qu'il y a, en tout cas, si nous nous en tenons à la publication du 12 février dernier sur les sites de la CENI, par exemple, au Katanga, vous avez, j'ai parlé tout à l'heure de 519 centres d'inscription seulement, mais quand vous allez dans une province comme la province, prenons par exemple la province du Kasaï oriental, il y a 565 centres d'inscription. On connaît que la province du Kasaï oriental, c'est le terroir du chef de l'État. Est-ce qu'il y a de la politique dedans? Je pense d'abord, avant d'arriver là-bas, je pense que tous sur ce plateau, nous sommes d'accord. Le déroulement des opérations de la CENI, à la manière où se font les choses, c'est une façon vraiment de décourager la population. C'est une façon de... Parce que quand quelqu'un quitte 4 heures jusqu'à 18h, 19h, il n'a pas obtenu sa carte de lecteur. Le lendemain, il le fait encore. Le lendemain, donc, c'est une façon de décourager. Donc, c'est ici où nous interpellons les élus, les députés nationaux, ou bien les sénateurs. Parce que quand on parle de budget, la CENI a un budget, on a voté un budget alloué au fonctionnement de la CENI pour ces opérations. Et la CENI ne s'est pas encore plaint, ne s'est jamais plaint quant à la question vraiment des financements. Mais les députés doivent interpeller M. Kadima à l'Assemblée nationale. Ils doivent l'interpeller parce qu'il y voit de l'intérêt de la population, il y voit de l'intérêt de l'ensemble de tout le peuple congolais. La question sur le chiffre, Augustin. La question sur le chiffre, cher ami, ce n'est pas de la politisation. Ça relève du pouvoir discrétionnaire des organisateurs de la CENI. Vous savez qui était présent dans la salle avec madame le rapporteur de la CENI. Elle s'est expliquée par rapport à cette question. Elle a avancé des questions, des raisons qui sont naturelles. Qui ne tiennent pas debout. En tout cas, à mon niveau, je ne saurais pas faire un jugement là-dessus. Vous êtes un analyste politique. Oui, en tout cas, à ce stade, je pense qu'il y a lieu de faire mieux. Nous devons organiser les élections qui doivent garantir tout le monde, qui doivent faire que tout le monde ait au moins un minimum de confiance. Parce que les pratiques, les méthodes, les stratégies dans lesquelles nous sommes aujourd'hui tentent vraiment à discréditer les opérations les électorales. Donc ici, mon frère, ici, mon ami, on doit se dire la vérité. La CENI doit endosser la responsabilité de la situation actuelle. Les responsables de la CENI doivent être interpellés. C'est pourquoi je propose à nos parlementaires, à nos élus nationaux, d'interpeller M. Kadima à l'Assemblée nationale, que M. Kadima fasse bien faire un état de lieu sur le déroulement des opérations d'enrôlement dans les différents espaces. Augustin Chambouy, à cette allure, est-ce que la province du Lualaba, par exemple, risque de perdre des sièges au niveau parlementaire? Je pense que c'est possible parce que pas seulement pour la manière d'organisation d'abord des élections, il paraîtrait qu'il y a certains notables, il y a certains dignitaires de l'AB qui prennent la population dans des quartiers périphériques. La déportation électorale pour les amener, les faire enrôler à Muchacha. Il paraîtrait, j'ai dit qu'il paraîtrait parce que nous avons eu au moins cette dénonciation là-bas. Au sein, il y a des compatriotes qui sont venus chez nous à l'IDPS, à la permanence, pour se plaindre. Et nous sommes en train de mener des enquêtes pour savoir qui sont ces personnalités qui sont préoccupées dans ces opérations. Et nous avons compris que les élus de Kolwezi ont compris que la population de Kolwezi est déjà éveillée. Par rapport à tout ce que nous avons assisté pendant cette législature, les phénomènes comme l'opération KMKCC, où les élus ont abandonné la population, ils ont compris que la population est déjà éveillée. Maintenant, renforçons l'intérieur pour que nous puissions avoir un nombre élevé de sièges. Donc ici, il y voit de la vigilance de la population. Vous, population, chaque pratique, chaque antivaleur, il faut le dénoncer. Les citoyens qui sont affectés à la CENI, ceux qui travaillent, en tout cas, il y voit de l'organisateur, du gouvernement congolais, quelqu'un ne peut pas aller prester en tant qu'Onandjala. Ils sont exposés à la corruption. Merci Alors c'est bien. pourquoi nous devons quand même faire des choses qui doivent garantir la confiance de tous les compétiteurs. Merci bien Augustin Chambouy. Nous avons encore beaucoup de temps pour revenir sur ces débats. Nous entamons la deuxième partie de ce débat consacré à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. La RDC qui va accueillir en début mars une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette délégation composée de 15 personnes qui vont représenter les pays membres.
du Conseil de sécurité. Comment en tout cas saisir cette opportunité? Sur quel ton parler à cette délégation? La première question, je vais l'adresser à Aimé Banza, acteur de la société civile. S'il y a des questions à poser à cette délégation du Conseil de sécurité, c'est lesquelles notamment sur la question de l'Est et de la RDC? L'intégrité du territoire national doit être sauvegardée. Et vous savez, cette guerre, c'est une guerre qui a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux économiques, et tout simplement parce que quand vous remontez vers 1996, la première guerre avec la FDL en octobre, vous allez vous rendre compte que presque tous les chefs d'État de la République démocratique du Congo depuis 1996 ont connu presque le même sort. Le Rwanda a agressé le maréchal Mobutu sous la bannière de l'AFDL et avec un fonds presque de commerce, le problème rwandophone. Et Laurent Désiré Kabila, qui accède au pouvoir dans les circonstances que nous connaissons, le 17 mai 1997, le même pays qui l'a soutenu, parce que voulez-vous, le Rwanda, l'Ouganda, la communauté internationale a appuyé cette rébellion. Et puis finalement, le même Laurent Désiré Kabila a été agressé, ou la République démocratique du Congo a subi le même sort. Donc il y a Joseph Kabila. La question de la sécurité, la question ethnique aussi, vous parliez tout à l'heure. Bien sûr, je parle de la question économique. Oui. Les enjeux de cette guerre, ce sont des enjeux qui sont économiques. Oui. Vous avez la problématique de le compatriote d'origine rwandophone. Mais, tantôt on parle d'une guerre identitaire, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on doit dire aux membres du Conseil de sécurité qui viennent en République démocratique du Congo? C'est l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo qui doivent être sauvegardés, n'est-ce pas? C'est ça l'enjeu de taille. La République démocratique du Congo a 26 provinces, y compris la province du Nord Kivu. Mais l'impression que nous avons jusque-là, depuis novembre 2021, cette rébellion, au-delà de tous les sommets qui se sont tenus jusque-là, la rébellion ne s'arrête pas et cette rébellion est en train d'élargir davantage son champ d'action. Et au jour d'aujourd'hui, Mouchaki, qui est pratiquement dans le Massissi, où on retrouve le plus grand fermier de la province du Nord Kivu, et où vous avez pratiquement tous les grands fermiers qui produisent le fromage, qui produisent la viande, ainsi de suite. Mouchaki aujourd'hui est dans les mains de ce groupe armé. Et ça, c'est un enjeu économique. Et ça a un danger économique. Et là où nous allons, c'est l'asphyxie totale de la ville de Goma. Moi-même, j'y ai été en 2021, au mois d'avril. Je connais un peu la configuration de cette province. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes très touchés d'entendre chaque jour que cette rébellion est en train d'accroître son espace d'action. Donc, les seuls mots, les seules phrases que nous pouvons dire en face de membres du Conseil de sécurité, c'est que cette rébellion, c'est que le Rwanda qui est derrière cette rébellion puisse respecter les engagements, n'est-ce pas, convenus jusque-là dans tous les différents sommets tenus avec la République démocratique du Congo. Nestor Moussoul, sur quel ton il faut leur parler? Est-ce qu'il faut continuer à pleurnicher, comme nous l'avons fait, comme nous continuons à le faire depuis un moment, ou il faut essayer de hausser le ton face à cette délégation du Conseil de sécurité? Vous êtes sans ignorer que la MONUSCO, par exemple, est ici présente dans notre pays depuis plus d'une décennie, et les résultats observés sur le terrain, le bilan est très macabre. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des soulèvements du côté de l'Est pour exiger le départ définitif de la MONUSCO, parce que la population s'est jugée que la MONUSCO n'accompagne pas efficacement le gouvernement congolais. Ensuite, moi, je peux évoquer, il y a 4 aspects pour gagner la guerre. Rapidement. Il y a l'aspect diplomatique, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect financier
il y a aussi l'aspect logistique. Quand je parle de l'aspect diplomatique, nous espérons aujourd'hui que la RDC, dans sa dimension d'un continent, nous ne devons pas nous positionner dans une position de pleurnicher. Nous devons être en action. Quand vous regardez la configuration cartographique de l'Afrique, regardez la dimension du Rwanda et regardez la dimension de la RDC. Un si grand pays, à la dimension d'un continent, on commence toujours à pleurnicher face à un petit pays. Il faut donc pas pleurnicher devant cette délégation. On ne devait pas pleurnicher. D'abord, les solutions véritables des Congolais ne proviendront pas de ces gens-là. Les multinationaux, ce sont eux qui sont à la base de la fragilisation de la RDC. Parce que cette guerre de l'Est incombe beaucoup de partenaires. C'est-à-dire que le sort de la RDC appartient à nous, Congolais, nous-mêmes. Nous devons nous tenir debout et en étant tous ensemble pour mettre fin à cette guerre de l'Est. Je prends un exemple que je pouvais juste évoquer même de 30 secondes. La RDC, c'est comme s'il y a une maladie. À chaque gouvernement, au début du mandat, il y a des accords signés. Et après un certain moment, il y a rupture de ces accords, mais on ne nous dit pas quels étaient les clous de ces rapports. Parce qu'au début de ces mandats, il y a aussi des rapports qui ont été signés entre ces gouvernements de l'Union sacrée et le Rwanda. Après un moment, aujourd'hui, on voit que la RDC encore a rompu ces accords. On se pose la question. Quel était le clou de ces histoires là-bas? Aimé Banza a parlé de la question économique. Il a parlé de la question sociologique en termes de... Il y a cette question de rwandophone qui rentre chaque fois qu'il y a des exactions qui sont commises là-bas. Nestor Moussoul a parlé de la question de la MONUSCO. La MONUSCO qui doit se retirer définitivement. La question qu'il faut vous poser, c'est que est-ce qu'on peut compter sur les conseils de sécurité de l'ONU pour le retour de la paix? On sait que ce conseil regorge de pays puissants de ce monde. Je pense que nous avons suivi au cours de l'année 2022 les responsables eux-mêmes, le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, il a avoué sur la place publique que la MONUSCO n'est pas à mesure de faire face avec le mouvement rebelle du M23 parce que le mouvement rebelle du M23 a un armement sophistiqué conventionnel, qui est ce que la MONUSCO n'en a pas. Est-ce que vous savez au moins que cette mission onusienne, c'est la seule mission la plus chère au monde? Elle coûte beaucoup. Elle coûte beaucoup à la République. Chaque année, il y a des millions qui sont versés dans le trésor des Nations Unies. Mais cette mission-ci, on ne sent pas son efficacité sur le terrain. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont ici en République démocratique du Congo avec mission de protéger la population, avec mission de protéger nos frontières. Moi, je pense qu'il n'y a rien à espérer encore de ces gens. Ces gens, ce sont eux, et comme l'a dit mes co-débatteurs sur ce plateau, ils sont en complicité avec certains multinationaux. Cette guerre de l'Est, c'est une guerre qui nous est imposée par ce même Bazungu. Ils sont en train de manipuler certains individus à l'interne tout comme à l'externe pour qu'il y ait cette guerre. Mon cher ami, il y a le rapport mapping. Mais qui est en train de bloquer ce rapport mapping pour qu'il n'y ait pas le tribunal international sur la RDC? Parce que dans ce rapport mapping, on a les mêmes experts des Nations Unies, ils ont indexé les dignitaires, les responsables, les dignitaires congolais de l'interne tout comme de l'externe. Donc ici, ces gens viennent juste en tourisme. Ils ne sont pas sincères avec l'État congolais. Ils ne sont pas sincères avec les autorités. Je pense qu'ici, le gouvernement congolais doit aussi avoir le courage de faire confiance même aux forces russes telles que les forces Wagner. Regardez ce qui se passe dans l'Afrique. Le président de la République avait qualifié Wagner d'une milice. Est-ce qu'il faut encore faire confiance? En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu le président qualifier Wagner d'une milice parce que nous avons vu les forces Wagner. Lors de cette interview qu'il a donnée à Londres. Je ne sais pas, je n'aurais pas affirmé cela, mais je sais que les forces, le président de la République a dit qu'il est prêt à signer, à faire de partenariat avec toute armée à travers le monde crédible qui est censée vraiment d'assurer la sécurité de notre pays. Parce que nous voyons les forces Wagner. Regardez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, en Guinée. Ça fait preuve que non. Au nord de la RDC, il y a les Wagner en République centrafricaine qui font quand même un travail remarquable. C'est là où nous encourageons le gouvernement congolais. Nous encourageons les garants de bon fonctionnement de le président de la République, les garants de l'unité nationale. Aujourd'hui, l'unité nationale est menacée. Le président doit réfléchir dans
ce sens, ensemble avec le dignitaire de ce régime, ensemble avec les animateurs de certaines institutions, qu'on puisse d'abord voir où est-ce que nous pouvons solliciter les secours. Parce que la MONUSCO a déjà failli à sa mission. La MONUSCO ne peut plus encore autre chose à démontrer. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes avec. Nos frères et sœurs de l'Est sont tués, sont violés, sont égorgés. Mais ici, nous demandons aussi la justice congolaise parce que cette insécurité de l'Est, M. Mbosso, du haut de tribune de l'Assemblée nationale, il a déclaré que vous, les élites du Kivu, quitter les groupes armés. Mais comment expliquer une grande personnalité comme celui-là? Il parle de certains individus qui sont en complicité avec les groupes armés, mais on ne sent pas la justice de notre pays l'interpeller. Il parle en parabole. Non, il ne peut pas parler en parabole. Même à l'époque, M. Jean-Marc Kabound avait dit que nous avons une liste. Cette fois-ci, on ne doit plus protéger personne. Mais le pays gère le procureur de la République. Il attend seulement qu'un citoyen Momo puisse faire une déclaration pour qu'on puisse mettre la main sur lui et le jeter à Makala. Mais M. Mbosso du vent de tribune là-bas, pourquoi on ne l'interpelle pas? Il peut donner des renseignements qu'il a à sa possession à la justice pour que nous puissions d'abord, qu'on puisse d'abord punir, suivre en justice tous ceux-là qui sont en complicité avec nos frères de l'Est. Mbosso est payé par l'argent du contribuable congolais. On ne peut pas encourager ça. Beaucoup d'émotions, Augustin Chambouy, en guise de conclusion. Aimé Banza, quelle est votre formule, la formule de la société civile pour essayer de résoudre de façon efficiente cette insécurité à l'Est? C'est de donner à la défense. On a vu plusieurs pays à travers le monde devenir des États forts en matière de défense. C'est lorsque dans les budgets nationaux, le budget de l'État, on accorde assez de moyens conséquents à la défense. Et c'est la même armée, ce sont les mêmes éléments des FARDC qui ont vaincu les M23 en 2013 dans l'opération appelée Pomme d'Orange. Et nous avons perdu plus ou moins 1000 et quelques soldats déjà en 2013. Mais notre armée, sous la bannière du feu vaillant combattant Mamadou Ndala et le général Ambamba, je parle de le feu général Ambamba qui est décédé il y a quelques années. Ces vaillants soldats au front ont donné les meilleurs d'eux-mêmes et ils ont vaincu les M23 en 2013 dans l'opération dite Pomme d'Orange. Donc au jour d'aujourd'hui, je me dis, la République démocratique du Congo doit donner énormément de moyens à notre défense, à accorder une importance vitale aux forces de défense et de sécurité, de telle sorte que ces éléments puissent arriver à protéger l'intégrité du territoire national. Vous savez que les FARDC, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont reçu la mission, de par la Constitution, de protéger l'intégralité du territoire national. Et aucune force ne peut remplacer les forces armées de la République démocratique du Congo pour la protection de l'intégrité de nos 26 provinces. Merci. Et au jour d'aujourd'hui, nous, en tant que citoyens, en tant que société civile, c'est d'encourager les vaillants militaires qui se battent au sacrifice suprême, n'est-ce pas, de leur propre vie pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Nous considérons ça comme votre conclusion. Nestor Moussoul, en 2 minutes. Quelle est la formule? Vous parliez de l'aspect politique, de l'aspect diplomatique. En 2 minutes, est-ce que vous pouvez aller dans le fond de ce schéma? Quand nous regardons l'aspect diplomatique, n'a pas apporté beaucoup de solutions parce que nous avons vu les gouvernements en place défiler dans plusieurs pays pour qu'il y ait des solutions palpables afin de mettre fin définitivement à cette guerre de l'Est. Si nous retournons dans le passé, je prends juste le discours de Moussé qui avait dit « la guerre sera longue et dure ». C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de stratégies. Première stratégie que j'emboîte J'empruntais à Aimé Banza. Oui, c'est l'aspect financier, l'aspect logistique. Quand nous parlons de budget sérieux à l'armée. Regardez le budget qu'on a voté. Plus d'une grande partie des budgets, elle est dirigée vers les institutions. Au lieu de donner
beaucoup de salaires aux députés qui font des tourismes de gauche à droite, pourquoi pas doter des budgets conséquents? Mieux motiver notre armée, pourvu que nous puissions mettre fin à cette guerre de l'Est en faisant confiance à nos voyants soldats. Ce n'est pas des troupes étrangères qui mettront fin à cette guerre de l'Est, c'est nous, Congolais. Donc, pour pallier à ces difficultés, il faut qu'il y ait une réforme d'abord au sein de l'armée. Il faut faire des toilettages, enlever tous ceux qui ont toiletté notre armée, tout ce qui est pion souillé. Le toilettage ne peut pas se faire seulement au niveau de l'armée, même au niveau des députés. Tous ceux qui sont souillés dans ces affaires, il faut les traîner devant la justice. Tout Congolais qui est contre la paix en RDC, c'est un ennemi. Parce qu'un véritable Congolais, c'est un patriote qui doit aimer son pays. Nous n'avons pas d'autre nation que ces Congos que nous devons aimer et protéger. Nous n'allons pas tolérer aucune partie du territoire national soit dans la main de l'ennemi. Étant Congolais, le Congo doit rester un et indivisible. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement en place doit user des stratégies. Le même Rwanda, au début de ses mandats, on disait que nous étions des frères. Après un moment, on a rompu des accords. On traite de Rwanda qui appuie le M23. Merci Nestor Moussoul pour cette conclusion. Augustin Chambouis, porte-parole adjoint de l'UDPS au là-bas. Quelle est la formule que vous comptez mettre en place pour résoudre cette question de l'insécurité? Je pense que cette question de sécurité de notre pays nécessite vraiment de la sincérité entre les hommes congolais. Il faut qu'il y ait un dialogue franc à l'interne. Il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Il y a des choses qui ont brisé certaines couches de la population congolaise. Il est grand temps qu'on puisse convoquer un grand dialogue où les leaders sociopolitiques doivent se parler en toute sincérité. Un autre dialogue intercongolais. Un autre dialogue intercongolais, mais sous forme, pas sous préjudice des Nations Unies, de qui que ce soit, mais entre les Congolais eux-mêmes. Il faut qu'on se parle en face, qu'on sache c'est quoi les problèmes de notre pays. Parce que nous ne pouvons pas vaincre cette guerre s'il n'y a pas d'unité à l'interne. Nous ne pouvons pas arracher la victoire dès que nous sommes divisés à cause de nos situations, de nos conflits, querelles politiciennes et consorts. Ici, nous demandons au président de la République, l'heure est grave. La situation de notre pays, du jour au jour, on ne sent pas la mission même de les militaires de l'EAC. Ces gens-là qui sont venus de l'Afrique de l'Est, ils sont venus faire quoi? Nous sommes des tampons entre les FARDC et les M23. Bon, ils sont venus en tourisme, ils sont venus peut-être pour piller en gros de richesse ou quoi. Le gouvernement, je pense que doit prendre des mesures qui doivent rassurer l'ensemble du peuple congolais. Le président de la République, nous avons une armée qui a démontré quand même certaines prouesses dans le passé. On doit faire confiance, comme l'a dit mon aîné on doit faire confiance à nos militaires. Il y a l'urgence. Pourquoi ne pas prendre l'ordonnance présidentielle, réduire le train de vie des institutions? Le président commençait par réduire d'abord son propre salaire, liste civile. Tous les membres de la présidence de la République, tous les membres du gouvernement. Ça risque de fragiliser la majorité. Non, non, il n'y a pas question de la majorité. Vous êtes majorité dès que la nation n'est pas en danger. Mais quand la nation est en danger, il faut vraiment mettre nos intérêts aux côtés, sauver d'abord la République, réduire les salaires des députés, des ministres et des mandataires publics, les émoluments des députés, les membres du gouvernement provincial et des gouverneurs, prendre ces fonds-là, les canaliser vers la question de la sécurité. Si nos voyants militaires sont mieux équipés, mieux formés, mieux subventionnés, mieux motivés, chers amis, je vous dis que cette guerre de l'Est vont terminer. Donc ici, il y va de la responsabilité du président de la République. Ces gens du Conseil de sécurité qui viennent au Congo, ils viennent pour le tourisme. Leur chef a déjà déclaré qu'ils ne peuvent pas faire la guerre avec les M23. Donc nous devons compter sur nos propres armées, notre propre armée. Pourquoi ne pas faire aussi confiance même à la SADC? Parce que c'est une force qui doit aussi nous aider. Mais on doit aussi clarifier par rapport à l'objectivité, à la présence des militaires de l'Est, de l'EAC. Ils sont venus faire au Congo quoi? Quelle est leur mission? Merci bien, Augustin Chambouis. Merci, Aimé Banza. Merci, Nestor Moussoul. Merci, messieurs, d'être passés, chers auditeurs et téléspectateurs. Retrouvez ces débats ce lundi à partir de 9h à la télévision et 10h des Colosi à la radio. Merci de rester aussi fidèles au programme de votre chaîne.